Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Des histoires de vie, des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un tout nouveau podcast qui est quand même assez opposé de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est un podcast qui est tout de même utile. Je suis tellement contente avec Oubi aussi de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, on vient avec une spéciale guest, on va dire, une invitée spéciale, Latifa, donc qui est ingénieure pédagogique. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème bien précis qui touche de nombreux parents. Voilà, en parlant avec Latifa, c'est vrai que c'est un sujet qui quand même est au sein des familles et qui demeure quand même assez prépondérant. Assalamu alaikum Latifa, comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien, et vous allez bien? Ça va très bien, je te remercie, alhamdulillahi rabbil alamin. Du coup, aujourd'hui, comme on l'a dit, on va aborder un sujet qui n'est pas forcément tabou, mais lié quand même à l'enseignement, autrement dit l'école. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est « Je veux la paix avec mon enfant, l'école prend le dessus ». Dans un premier temps, ce que je te propose, Latifa, c'est de te présenter. C'est vrai que je l'ai fait légèrement, mais j'aimerais que toi également, tu te présentes avec tes mots, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc déjà, je suis ravie et je suis très reconnaissante de cette invitation aujourd'hui sur une thématique qui parle à tout le monde, en tout cas en tant que parent. Alhamdulillah. Donc moi, c'est Latifa. Donc je suis maman, j'ai été professeure, anciennement prof. Je me suis formée en psychopédagogie et en orthopédagogie. Aujourd'hui, je suis ingénieure pédagogique et j'accompagne aujourd'hui des enfants, des familles où il y a des difficultés scolaires, mais j'accompagne aussi les parents parce que j'ai vite compris dans ma profession qu'on peut pas aider un enfant à apprendre si à la maison, la relation elle est tendue aussi bien qu'à l'école, justement à cause de cette systémie-là, cet écosystème qui fait qu'en fait tout est lié. Alhamdulillah, c'était très bref et très clair. Rien de plus, il en fallait pas plus. Aujourd'hui, toi, Latifa, sur quoi tu aimerais exactement mettre le doigt, on va dire? Sur quoi tu aimerais vraiment insister? Ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que je me rends compte que dans les familles, l'école, elle prend de plus en plus de place. Je suis née dans la région parisienne, j'ai été scolarisée, enfin, j'ai suivi le système scolaire français, on va dire, entre guillemets, et je me rends compte que bah, quand j'étais jeune, moi, quand j'allais à l'école, la place de l'école, elle est différente aujourd'hui. Elle prend même un peu trop de place. On voit que chez des familles, quand je me rends chez des familles, je me rends compte que bah, les devoirs, ça envahit les soirées, on en parle à pas d'heure, que les notes, l'obsession de voir les notes, c'est vraiment un sujet qui prend trop de place et qu'au final, on parle plus dans les foyers à son enfant, mais on parle à un élève. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK. Et moi-même, en fait, en tant que parent, je l'ai vécu, hein, parce que du coup, même si j'ai été prof, c'est vrai qu'on a cette pression sociale qui fait qu'en fait, la meilleure chose qu'on peut se déléguer à notre enfant, c'est une éducation, une bonne éducation. Subhanallah, je me suis rendu compte aussi, c'est que on est assez obstiné sur en fait l'éducation, en tout cas l'instruction, l'effort que fait l'élève ou sa posture en tant qu'élève, elle reflète, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, c'est que ça reflète l'éducation. Un enfant qui réussit à l'école, c'est un enfant qui a une bonne éducation. Un enfant qui n'a pas de réussite, qui n'a pas fini ses diplômes, qui est en décrochage scolaire, on remet la faute sur qui? Sur le parent ou sur le foyer. Et en fait, on oublie que c'est vraiment une systémie en fait globale, que l'enfant il n'est pas tout seul, que le parent il n'est pas tout seul, mais qu'en fait qu'il y a vraiment un environnement aussi qui est là et qui peut justement déséquilibrer cette famille-là. Et justement, l'objectif, comme je parlais de déséquilibre, c'est de retrouver en fait un rééquilibre au sein des foyers pour qu'il y ait une paix, une sakina, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas éduqués de cette manière-là, il nous a pas mis sur terre, on n'est pas des serviteurs de l'éducation nationale, on est là aussi pour retrouver la sakina en fait. Notre dîn en fait, l'islam c'est la sakina, on veut la paix et qu'on se rend compte qu'il y a des familles
qui sont détruits aussi par rapport à ça. Il y a des éclatements, il y a des choses, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, que je vois en consultation et je me dis non, mais en fait, il faut changer les choses. On te remercie pour ta réponse complète. Je pense que ça parle à tout un chacune, qu'on ait des enfants ou bien qu'on ait tout simplement des enfants autour de nous. Par rapport à ce constat sur le fait que l'école prend énormément le dessus sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants, quand est-ce que tu as conscientisé cela? Quand est-ce que tu as pu faire ce constat et de quelle manière? Alors, j'ai fait ce constat-là, comme je vous ai dit, hein, quand moi-même j'étais maman, en fait. Je l'ai vécu moi-même, hein, quand mon fils il était scolarisé au collège. Cette histoire, c'est que j'ai un enfant qui est bavard. Et du coup, j'ai mon fils qui ne voulait plus aller en cours de français parce que du coup, l'enseignante, elle l'interpellait à chaque fois parce qu'il parlait. Il était trop, on va dire qu'il prenait trop de place dans la classe. Et moi, je me suis dit, ben, s'il prend trop de place, c'est que déjà, il a des choses à partager en soi. Même quand j'étais prof, je m'intéressais plutôt à ces élèves qui étaient en décalage. Et je voyais qu'en fait, à chaque fois, quand on était à la maison, quand on était à table, ça parlait tout le temps de résultats, ça parlait tout le temps, bah, il y a un mot dans le cahier, ça parlait tout le temps de, bah, la prof de français, elle m'a fait un mail, ou parce que tu bavardes. Et je crois que le déclic, c'est quand j'ai été convoquée par la prof de français qui me dit que mon fils, il refuse de venir en cours. Et c'est là que je lui ai dit, bah, en fait, j'ai fait les choses simples, hein, peut-être un peu violemment, je pense. Et là, j'ai voulu vraiment faire en sorte que les choses ne soient pas prises à la légère, c'est que je suis partie avec un rouleau de scotch. Et je lui ai dit, bah, en fait, moi aujourd'hui, à part vous donner ce rouleau de scotch, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que ça devrait vraiment quelque chose qui était épuisant, qui était vraiment, même pour mon fils, hein, c'était inquiétant de se dire que bah, le français, c'est une belle langue, il y a des choses qu'on peut partager en français. Il me dit oui, mais il regarde, il interpelle les élèves en disant oui, oh, il y a le soleil. Bah, je lui dis à la prof, bah, écrivez aujourd'hui, a dit qu'il y avait du soleil. Qu'est-ce que vous voyez dans cette phrase? Partez de cette phrase-là en disant la syntaxe, en partant de cette interpellation-là pour commencer le cours de français. Et pour moi, c'était triste en fait parce que j'avais l'impression que bah, le prof, il avait l'impression de mal faire. Moi aussi, j'avais l'impression que du coup, bah, à part lui dire arrête de parler en classe, arrête de bavarder, même si c'était aussi bah, des remarques qui étaient très pertinentes, bah, j'ai compris qu'en fait, l'école, au fond de soi, sans le vouloir, ça devenait une troisième personne. C'était l'invité à table à chaque soirée, l'invité à table chez des familles hein, qui prenaient trop de place et qu'on voyait, en fait, il était là, on était dans une famille avec un invité, une troisième personne, un peu comme un intrus, en fait, mais qu'il fallait juste le remettre à sa place. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Bah, ton anecdote, elle est vraiment très marquante parce qu'autant c'est vrai qu'on met le doigt sur le fait que on est obligé d'être à l'écoute de nos enfants parce que forcément, selon leur âge et leur comportement, ils vont pas forcément réussir à verbaliser ce qui leur arrive, s'ils ont des difficultés, etc., des frustrations. Donc c'est vrai par le comportement et ça parle énormément. Et ce comportement-là, ben, qui doit être à l'écoute, ça doit être les parents, mais également les professeurs. Donc c'est vrai que ben, on va voir les parents, les professeurs qui se renvoient la balle, etc., alors que finalement, les deux parties, elles occupent un rôle qui est vraiment indéniable dans l'éducation de l'enfant. Et j'aime bien ta réaction que tu as eue avec le rouleau de scotch, j'y aurais pas pensé. Je pense que ça a dû marquer la professeure, donc c'était pas mal quand même. C'est un peu démesuré comme pratique, mais vraiment, hein, je voyais que la prof, elle était démunie et que moi aussi, en fait, j'étais démunie. Par rapport au comportement, c'était pas non plus un comportement, je tiens à le préciser, c'était pas non plus un comportement violent, c'était pas non plus, c'était quelques remarques de bavardage, mais l'enseignante, elle n'arrivait pas à gérer. C'était vraiment du bavardage, enfin, des remarques intempestives, certes, mais qui n'étaient pas là aussi pour non plus déranger le cours, en fait. L'élève, il n'était pas là pour déranger le cours, il était là juste pour comprendre des choses. C'était plus de la curiosité qu'autre chose. En tout cas, c'était très clair et comme tu as dit, en vrai, en tant que parent, c'est vrai que c'est assez compliqué lorsque déjà, non seulement on se retrouve convoqué, mais au-delà de ça, qu'on se retrouve démunis et que du coup, ni nous, ni l'enseignant n'est capable, on va dire, de trouver une solution. C'est très délicat, cette posture. C'est vrai elle est vraiment très délicate. Et comme Oubi, elle a dit, vraiment, c'est oser de ramener le rouleau de scotch. Franchement, même moi, j'y aurais jamais pensé, mais vraiment. Mais c'est vraiment ironique. Mais voilà, c'est vraiment, ça marque l'air de rien quand même un geste qui va laisser en ton cas entendre à l'enseignante ou l'enseignant qu'en fait, je suis sa maman, mais moi non plus, je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas comment je peux vous aider, à part lui parler à la maison, certes, mais ce n'est pas suffisant. Justement, quels sont les points de vigilance, par exemple, à avoir vis-à-vis de son enfant
avant de l'inscrire à l'école. Donc là, il y a deux visions. Les points de vigilance à avoir vis-à-vis de son enfant et les points de vigilance à avoir vis-à-vis de l'école où on va l'inscrire. Je dirais déjà la première chose, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut se poser la question, quelle est la place qu'on veut que l'école, elle prenne dans la vie de l'enfant? Est-ce qu'on veut que ce soit une école qui soit imposante ou pas? On se retrouve, par exemple, dans des milieux scolaires où il y a une exigence, que ce soit en matière de devoir ou en matière de discipline ou quoi qu'est-ce, de se dire surtout, après, par rapport au choix de l'école, c'est surtout en fonction de l'âge de l'enfant. L'école, c'est avant tout, c'est un cadre pour apprendre. Ok, on parle de l'éducation nationale, mais on devrait plutôt parler de l'instruction nationale, à mon sens. Parce que l'éducation, elle revient aux parents. Mais l'éducation, c'est quelque chose qui est large. La meilleure personne qui serait capable de décrire son enfant, c'est le parent. Parce que c'est lui qui l'observe, c'est lui qui connaît son rythme, c'est lui qui connaît sa sensibilité. Ce qu'il faut déjà en priorité, peu importe l'établissement que le parent ait choisi aujourd'hui, c'est vraiment de garder un vrai lien avec les enseignants. Je vois, il y a des familles que j'ai en accompagnement qui, par exemple, vont prendre rendez-vous avec la maîtresse ou avec le professeur ou avec le prof si ça dépend du niveau et qui vont être là en confrontation. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux, avec ChatGPT, on est tous profs. Avec le Covid aussi, on a tous eu la casquette de prof. Et cette impasse-là avec le Covid, ça a un peu mis en exergue le métier de prof où nous-mêmes, en tant que parents, moi, je l'étais déjà, mais je me suis rendu compte que par rapport à mon fils qui était scolarisé ou ma fille qui était scolarisée au collège, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des parents qui étaient profs malgré eux, qu'ils n'avaient peut-être pas forcément la pédagogie, qu'ils n'avaient peut-être pas forcément les outils aussi pour accompagner, mais on leur a dit, aujourd'hui, vous êtes prof. Alors du coup, le parent a pris un peu plus de place, il a suivi au niveau des compétences, il a suivi de la continuité pédagogique, il a suivi des choses, ou pas en tout cas, mais en tout cas, le parent il devait être présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on arrive par moments dans des situations où on va dire aux parents, à l'enseignant, en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai pas plus tard qu'il y a quelques jours une maman qui m'appelle, qui me parle, qui m'aborde justement le sujet de son fils par rapport à des difficultés de comportement, qui est scolarisé dans un établissement privé, et qui me dit, en fait, moi, la maîtresse, elle doit pas crier sur mon enfant. Et quand j'échange avec la maîtresse, je me dis, elle crie pas, elle reprend l'enfant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment donné, l'enfant, il doit comprendre que l'adulte, il est là et qu'il fait pas sa loi. La maman le prend mal. Je dis, mais en fait, c'est là où c'est important qu'il n'y ait pas, en fait, que l'enfant, il est au centre, mais qu'on n'est pas en train de se tirailler l'enfant. Mais en même temps, faut pas tout déléguer à l'école. Parce que le parent, il a quand même besoin, sur le plan de psychologie de développement, le parent, c'est un premier repère. C'est lui qui l'a mis au monde, c'est lui qui lui a donné ce prénom, c'est lui qui lui a choisi un environnement. Donc, il doit être quand même le premier repère. Mais en même temps, l'école et le parent ne doivent pas se tirailler l'enfant en disant « moi, je lui parle comme ça à la maison ». Moi, c'est comme ça à la maison, moi ceci, moi cela. Et ce qui fait qu'en fait, ça crée des discordes. Et ce qui fait que l'enfant, il a du mal. Par la suite, il va dire à la maîtresse, mais de toute façon, moi, ma maman, la maîtresse, elle dit n'importe quoi. Ou moi, de toute façon, au collège, de toute façon, vous pouvez appeler mes parents, ils s'en foutent. Il faut que l'enfant, il se sent vraiment en confiance. Et c'est ça. On a plusieurs structures, hein. On a les écoles publiques de quartier, on a les écoles publiques hors quartier de campagne, on a les écoles privées, on a les écoles privées hors contrat musulmane. L'objectif, c'est à partir du moment où vous choisissez un établissement, il faut que c'est un choix familial avant tout. On présente à l'enfant la structure. Ça sert à rien, j'ai envie de dire, d'imposer à un enfant, de lui dire au lycée, toi, tu vas suivre telle filière, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça marchera pas. À un moment donné, si vous lui dites, en fait, c'était fait pour une session générale, tu vas faire une première générale, c'est comme ça et pas autrement, ça marchera pas. Il va se retrouver avec des absences, des décrochages, et puis à la fin, il va vous dire, de toute façon, c'est jamais ce que j'ai voulu faire, c'est toi qui me l'as dit. Il faut vraiment que ce soit un environnement qui est choisi, où il y a de la communication qui est importante, où on va communiquer avec les choix de l'enfant. Attention, hein, point de vigilance, c'est pas parce que l'enfant il décide que, il faut que le parent il entende l'enfant, qu'il l'écoute et qu'il choisisse aussi. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait l'enfant il soit en sécurité dans cette école-là. À partir du moment où il se sent en sécurité, alhamdoulilah, il avancera, il fera des belles choses dans cette école. Mais par exemple, justement, un enfant, après d'où l'intérêt encore une fois de communiquer, en tout cas de beaucoup communiquer avec son enfant, mais le problème c'est que malheureusement, il y a certains enfants aussi qui ne sont même pas tout court intéressés par l'école. Et en tant que parent, c'est vrai que il y a des parents, pas tous, heureusement, mais il y a des parents qui n'ont pas eu la chance, en tout cas, d'aller à l'école, en tout cas pas comme ils le souhaitaient, et du coup souhaiteraient justement imposer cette décision, on va dire, en termes d'éducation. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, justement, de ce contraste d'idées, c'est-à-dire que l'enfant, lui, n'a pas du tout envie d'aller à l'école, mais les parents
sont derrière en disant, mais si tu vas aller à l'école, comment, selon toi, comment un parent, là, dans ce cas de figure, par exemple, peut réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit laisser l'enfant faire ce qu'il souhaite, on va dire, entre guillemets, ou Mhm. sinon, justement, insister et prendre des mesures, quitte à ce qu'elles soient radicales, pour que l'enfant étudie? Parce que ça aussi, c'est vraiment un cas de figure où beaucoup de Mhm. parents sont confrontés, malheureusement, encore aujourd'hui. Il y a quelques années, ma génération, j'aurais dit, il faut prendre les choses de manière radicale. Parce que nous, on a grandi avec les choses de manière radicale. C'est comme ça et c'est pas autrement. On s'est retrouvé justement dans ton exemple. Quand tu parlais dans ton exemple, comme tu l'as très bien dit, des parents qui n'ont pas forcément connaissance, on l'a vécu, nous, dans notre génération, avec nos parents. Ils ne savaient pas ce que c'était le STT, le SMS, etc. Les filières, ils n'en connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien de tout ça. Mais subhanallah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut essayer de comprendre, en fait, quelle est la place que l'enfant, quelle est l'image, en fait, de l'école chez l'enfant. J'accompagne aujourd'hui des enfants qui me disent, bah, de toute façon, l'école, ça sert à rien. Parce qu'ils sont hyper stimulés par les influenceurs, par les youtubeurs, par les X et Y, qu'ils arrivent à se faire des millions sans même aller à l'école. Et moi, je leur dis aux parents, en fait, il faut que cet enfant il ait un objectif de vie. Et quand on échange et quand on creuse avec ces élèves-là, quand je dis bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah rien. Et puis on va lui dire mais t'imagines, tu fais rien, tu vas vivre avec quoi? Tu vas vouloir, qu'est-ce que tu veux t'acheter? Vraiment des choses qui lui parlent en fait. Qu'est-ce que tu aimerais t'acheter? Dire bah moi j'aimerais un nouveau téléphone, j'aimerais ceci, j'aimerais ça, cela. Bah en fait tu sais que si plus tard tu aimerais avoir ce téléphone-là ou tu aimerais avoir une belle villa ou quoi que ce soit, bah en fait faut travailler. Et pour travailler il faut aller à l'école. De lui donner aussi des exemples de notre religion, du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit Iqra. Alhamdulillah, on est musulmans, donc on fait le lien aussi avec notre religion, de se dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé aussi pour être utile à la Oumma, pouvoir donner l'exemple aussi, pour suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran, on l'a, mais si on le lit pas, il n'a pas la même valeur. Bah, c'est pareil en fait, c'est la valeur qu'on va donner à la chose. Si admettons, nous aujourd'hui, on est salariés et qu'à à la fin du mois, on a un dans le couple, il y en a un des deux qui travaille, ou si la maman elle est seule, en tout cas, on a un revenu. Si qu'on travaille et qu'à la fin du mois, on n'a pas de salaire, on ne sera pas motivé de la même manière. On se dira, bah en fait, bon aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire parce que on n'est pas récompensé de la même manière. Bah, c'est ce qu'il faut se dire en fait, c'est que la récompense, elle arrivera, peu importe le moment, mais l'apprentissage, l'école, c'est un fondement qui est primordial, en tout cas à mon sens, hein, pour une base de la vie d'adulte. Même s'il y a des choses qu'on apprend à l'école qui sont pas forcément en phase avec ce que la famille elle souhaite véhiculer ou tout autre, mais la science, elle fait partie du caractère du musulman. Donc le fait d'avoir appris des choses va te permettre par la suite d'être un bon musulman. Subhanallah. Et ça, par moment, on est tellement pris par le système classique que du coup, en fait, on oublie, en fait, mis à part le fait que nos enfants, ce sont des enfants, mais ce sont aussi eux, là, au mat demain. C'est eux qui auront le monde entre les mains, entre guillemets, hein, qui seront une figure de l'homme musulman ou de la femme musulmane. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment la réussite. Peu importe le métier qu'il fait, hein. Il peut travailler en tant que plombier ou il peut travailler en tant que carrossier ou quoi qu'est-ce. C'est ça l'objectif. De se dire, tu vas jusqu'au bac où tu apprends, tu vas à l'école. L'objectif, c'est que tu fasses un métier où tu es épanoui. On nous bassine à chaque fois, oui, viens à l'école, ceci, cela. On a vraiment, nous, en tant que parents aussi, des pressions. Mais l'objectif, c'est que notre enfant, il aille bien. Et si à l'école, il va pas bien, bah, il faut faire en sorte de prendre rendez-vous avec les responsables pour voir, en fait, d'où vient le problème, comment ça se fait, et de lui donner cet engouement et cette envie et ce plaisir d'apprendre. C'est vrai que j'aime beaucoup ta réponse, enfin, ce que tu développes, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que pour beaucoup d'enfants, ils vont à l'école parce qu'on doit aller à l'école. En fait, finalement, c'est un devoir. Quand on est enfant, quand on est adolescent, c'est une formalité qu'on doit remplir. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on peut oublier à quel point c'est important de donner du sens. C'est comme quand on dit à un enfant, non, ça, c'est pas bien de le faire, de lui expliquer pourquoi, parce que du coup, de cette manière-là, peut-être qu'il sera moins dans la désobéissance, du coup, parce qu'il sait qu'il y a un intérêt derrière pour lui ou qu'il y a un danger. Donc, c'est vrai que appliquer ce mode de fonctionnement-là, de donner du sens aux choses et l'appliquer à l'éducation, ça éviterait tout plein de comportements ou bien de relâchements scolaires. En tout cas, voilà, t'as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important avant qu'on commence à parler de ton activité et ce que tu fais actuellement. L'éducation prend le dessus, j'entends également en termes religieux. Pour tous les parents qui ont leurs enfants dans des écoles publiques, c'est vrai forcément l'école publique française, ça va être parfois loin même souvent en termes de valeurs, en termes de tout plein de choses. On va apprendre à nos enfants, expliquer à nos enfants tout plein de choses qui en fait sont contraires à l'islam ou ne sont pas sont contraires à ce que Allah a créé. Comment est-ce que
en tant que parent, on peut gérer cette dualité-là? Quel conseil tu donnerais aux parents qui ont du coup inscrit leurs enfants dans des écoles publiques françaises? Que je dirais aux parents, c'est que déjà, si on part sur une base de l'éducation, c'est qu'en fait, il faut se dire que tout le monde est différent. On a dans notre vie, on côtoie, on a des voisins qui sont tous d'origines différentes. Avec ces origines-là, sont liées des pratiques différentes. Peu importe, ça peut être des pratiques religieuses, ça peut être des pratiques hors cadre religieux, ça peut être des pratiques déviantes, mais en tout cas, voilà, il y a une pratique. Et ce que je dis, moi, à mes enfants, c'est qu'en fait, nous, on est musulmans, ou même aux élèves que j'accompagne. Nous, on est musulmans, subhanallah. Et le fait qu'on soit musulmans, on a nos priorités et nos pratiques qui sont différentes, subhanallah. Donc, aujourd'hui, monsieur ou madame Intel, il a des pratiques ou des valeurs qui sont différentes et des priorités qui sont différentes de celles que moi, je veux aujourd'hui avec mon enfant. On parle aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque la théorie du genre, l'éducation à la sexualité. Et ce que je leur dis, en fait, eux, c'est leur manière, en fait, de partager. C'est leur manière de faire. Elle est peut-être pas forcément conforme avec les nôtres, mais aujourd'hui, c'est leur manière. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour écouter, pour entendre ce qui se fait. Certes, il peut y avoir des pratiques qui sont en décalage ou qui sont démesurées. Mais il faut savoir une chose, subhanallah, c'est que si Allah, subhanahu wa ta'ala, on sait très bien, et petit rappel, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a écrit avant qu'on naisse, 5000 ans avant qu'on naisse, sur nos tablettes, chacun son rizq, sa destinée. Bah, Allah, il lui a destiné d'aller dans cette école-là. Il lui a destiné d'aller dans cette école-là. Il lui a destiné de recevoir ces informations-là parce que même aujourd'hui, on parle, on échange. Mais Allah, il a déjà écrit ce qu'on devait se dire, subhanallah. Et le fait qu'il est dans cette école-là, pour certains, ça va être une facilité. Pour certains, pour d'autres, ça va être une difficulté. Et comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit très bien dans le verset, أولادكم وأموالكم فتنة. La fitna, il y en a partout. Que ce soit dans l'école, elle peut même être à la maison. Le téléphone, les tablettes. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que peu importe l'établissement dans lequel on inscrit nos enfants, si on a le choix de l'école à la maison, ce serait l'idéal. Mais bon, après, voilà, je ne vais pas inciter qui que ce soit dans ses choix, mais en tout cas, il y a plusieurs façons d'instruire. On a l'IUF, on a l'école publique, l'école privée, l'école hors contrat. Et comme je disais tout à l'heure, peu importe les établissements, on peut se retrouver avec des décalages ou des fitnas, peu importe les milieux scolaires. J'ai vu des enfants qui sont scolarisés dans des écoles privées hors contrat, des écoles musulmanes. La problématique chez l'adolescent, elle est pareille partout. Les réseaux sociaux, les filles. Le problème, il est là partout dans toutes les familles. Mais aujourd'hui, je dirais le conseil, la chose à retenir, subhanallah, de ce podcast, c'est les du'as. Multipliez les du'as et confiez-vous à Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ça me fait penser à moi il y a quelques années, quand j'étais pas encore forcément dans la pédagogie positive, mais quand mes enfants ils étaient petits, il m'arrivait de hausser le ton. Et subhanallah, une fois, mon mari rentre et me dit, mais c'est toi qui criais? Je dis, ouais. Il me dit, bah, en fait, on t'a entendu. Je t'ai entendu d'en bas. Et je me suis dit, mais en fait, si mon mari m'a entendu, qu'est-ce que ça va être de la voisine, quoi? Mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'image que je lui donne, en fait? Et subhanallah, quand on n'a pas forcément été éduqué dans un milieu où on a eu affaire à la bienveillance, on a été, pas affaire en tout cas, mais en tout cas qu'on a été sensibilisé à ça, que ce soit sur le plan scolaire, le côté religieux, je me dis en fait, le seul issue de secours, c'est les du'as. Et wallahi, je multiplie les du'as. Toutes les prières, je faisais du'as, qu'Allah me facilite. Parce qu'en fait, au final, ça, je me suis rendu compte, j'ai fait des formations dans le milieu avec des ateliers sur la bienveillance. J'ai commencé comme ça, subhanallah. J'ai commencé en faisant des groupes de parole, j'ai commencé petit à petit. Et par la suite, je me suis dit, en fait, c'est une sakina. Est-ce que je veux vraiment la sakina au sein de mon foyer? Je faisais des du'as, des du'as, des du'as, des du'as. Et aujourd'hui, on me dit, oh, tu parles doucement, t'es douce. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait derrière. J'ai fait des du'as, mais il y a aussi un travail. Et quand j'ai fait ce travail-là, et quand j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de manière sincère, Allah il me l'a accordé. Et je suis reconnaissant aujourd'hui, walillahi alhamd, ala hal wa ala kulli hal. Et pour vous dire qu'en fait, rien n'est impossible par la volonté d'Allah Azza wa Jal. À partir du moment où on part avec le tawakkul et qu'on a la conscience infuse et qu'on est dévoué pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne nous laissera pas tomber. On lui tend la main, il nous tend l'autre. Subhanallah. Voilà, peu importe vraiment le milieu
multiplier les du'as. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos enfants, ce soient des enfants pieux, qu'il les préserve, qu'il leur facilite en tout cas surtout de notre temps, qu'il leur facilite et qu'il nous facilite également dans leur éducation. Amin, amin, amin. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on arrive, pardon, à discuter sur ce que toi, tu proposes professionnellement parlant. Et déjà, toi, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité? Parce que au-delà d'être ingénieur pédagogique, en fait, tu es aujourd'hui à ton compte et tu proposes en tout cas des services d'accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Inch'Allah? Moi aujourd'hui, je suis un peu multicasquette. Donc, je suis psychopédagogue, orthopédagogue, ancien prof. Je propose principalement en présentiel, du coup, des cours particuliers pour des élèves qui sont en décrochage ou en difficulté scolaire. Et à côté de ça, en fait, j'ai créé un bilan que j'appelle bilan 360. C'est un bilan qui a été fait pour le parent et pour l'enfant, où on va vraiment travailler, on va être vraiment focus sur les forces et les faiblesses de l'enfant. Parce que, subhanallah, par moment, en fait, les conflits finissent en cri ou en confrontation. Parce que le parent, il pense comprendre il pense comprendre son enfant, il connaît les attentes de l'école, mais qu'en fait, au final, subhanallah, si l'enfant il réagit de cette manière-là, c'est parce qu'il y a une raison. Au-delà du fait que, au niveau des mécanismes d'apprentissage, l'objectif, c'est comme un microscope, de scruter, en fait, d'aller au fond et de vraiment chercher le virus, si je peux dire, entre guillemets, là où il est. Et en fait, le fait de rechercher, en fait, le besoin de scruter, c'est vraiment quelque chose qui est chirurgical. C'est vraiment un travail chirurgical où je vais vraiment partir sur tous les points. C'est-à-dire que je vais partir aussi bien sur le plan scolaire, aussi bien sur le plan émotionnel, aussi bien sur le plan environnemental, social, aussi bien sur l'élément de l'enfant, lui, au sein de la famille, avec les formations que j'ai faites, avec les compétences que j'ai pu acquérir en psychologie développement, en orthopédagogie, en psychopédagogie, en tant qu'éducatrice Montessori aussi. Je vais vraiment, en fait, créer ce qu'on appelle une carte d'identité, ce que j'appelle une carte éducatif de l'enfant. Je vais vraiment présenter l'enfant dans toutes les formes. Et c'est de là, en fait, à partir de ça, que du coup, le parent, il va mieux comprendre comment son enfant, il apprend, comment son enfant, il écoute, comment son enfant, il se concentre, mais aussi l'enfant qui s'apprenne lui aussi, en fait, à s'approprier, en fait, cette image, entre guillemets, ou le reflet de cette expertise, où le parent, en fait, il va retrouver sa place. Il va pas être catalogué, en tout cas, il va pas mettre sa casquette ou son foulard de prof, mais surtout d'un parent qui est là en fait pour donner un repère à son enfant. Et l'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit interactif, qui soit humain. Et aujourd'hui, j'y crois énormément à ce volet-là, à ces bilans-là et à cette pratique. Parce que pour moi, avant, subhanallah, Allah Azzawajal, on l'adore et on fait des choses, on met en place des choses parce qu'on l'aime, subhanallah. On porte le foulard, on a décidé ou pas de travailler avec ou avec sans son foulard. On fait des choses par choix. On décide de jeûner, on décide de faire nos prières à l'heure. On organise nos journées avec notre pratique sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dicté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'apprendre Allah Azza wa Jal, d'apprendre en fait ce qui est interdit. Là, par exemple, si on vous dit, par exemple, il y a telle chose n'est pas autorisée, on va faire notre recherche. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que on va expliquer, on demande une explication, on veut une explication sur pourquoi la chose elle est halal ou pourquoi la chose elle est haram. Et on va chercher, on va essayer de comprendre. Et bien, subhanallah, l'enfant c'est pareil. C'est que si on veut les choses qu'elles y aillent de manière fluide, que l'enfant il comprenne en fait entre guillemets sa place en fait en tant qu'enfant. Aujourd'hui, nous on sait qu'Allah Azza wa Jalla il nous a créés pour qu'on l'adore. Mais l'enfant, il n'a peut-être pas forcément compris comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de relier en fait le spirituel et relier, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, de créer ce lien en fait entre l'éducation dans le milieu éducatif basique, si je dirais scolaire, institutionnel, peu importe, hein, on peut se retrouver dans un autre monde, en Angleterre, en France, peu importe. Ce milieu institutionnel, ce décalage entre l'éducation informelle et l'éducation formelle. Quand je parle d'éducation formelle, c'est les bases, ce qu'on retrouve à la maison, de manière globale. Hein. Et l'éducation informelle, des choses qu'on peut retrouver à la maison ou à l'école, ou voilà. Et c'est ça, en fait, l'objectif, c'est de relier, en fait, ces deux formes d'éducation et de mettre l'enfant au centre et de se dire, en fait, bah, toi, tu es comme ça. Aujourd'hui, toi, tu as un enfant qui est hypersensible. Ah ouais, mais comment tu sais? Bah, parce que, du coup, j'ai vu par rapport aux résultats, par rapport à l'échange que j'ai eu avec ta maman. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que tu réagis de cette manière. Et l'enfant, il va se dire, ah ouais, en fait. Ou tu es peut-être un enfant qui a des troubles parce que tu as des difficultés. C'est pas parce que c'est toi qui veux, mais
c'est parce que c'est au-delà de tes capacités. C'est trop dur pour toi. Ou de dire, c'est un enfant, par exemple, j'ai un exemple d'une élève que je suis actuellement qui est au lycée. C'est une élève qui a un profil empathique. Mais après, je ne parle pas que du profil de l'enfant. Vraiment, je parle de manière globale. Et quand je lui ai décrit en fait la situation, le lien avec la scolarité, par rapport aux éléments qui m'ont été apportés par la maman, par rapport au bulletin scolaire, par rapport à l'échange qu'on a eu, la phase, je dirais cette grosse phase de 4 semaines, on part sur les 2 premières semaines notamment sur la phase interrogatoire, où je suis en train de prendre les éléments, essayer de scruter comme un détective. J'ai les pièces du puzzle et à la fin, j'assemble les pièces pour vraiment créer quelque chose qui soit harmonieux, qui soit en osmose et qui permet à l'enfant en fait de se retrouver et qui reflète en tout cas son image et qui reflète l'enfant qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça en fait que je propose. À l'issue de ces bilans-là, ce que je fais, c'est que je propose un accompagnement en individuel quand il y a besoin. Vraiment. Et je tiens à le préciser, c'est qu'aujourd'hui, subhanallah, je refuse des accompagnements, je refuse des bilans parce que je me dis aujourd'hui, l'enfant, c'est pas ce dont il a besoin. Par moments, ils ont besoin d'avoir des professionnels de santé, comme des suivis psychologiques parce que la situation, elle est vraiment au-delà de mes moyens. Ça peut être aussi un enfant qui a besoin d'un psychiatre, ça peut être un enfant qui a besoin d'un orthophoniste, tout simplement. Donc, quand je peux aider la famille, je l'aide. Quand je vois que c'est au-delà de mes capacités, je réoriente. Je vois tellement de choses, subhanallah, aujourd'hui dans le milieu. Je suis pas là pour sous-traiter de l'argent et quand il faut que j'arrête l'accompagnement, je le dis. Je dis, en fait, aujourd'hui, l'enfant, il a acquis une certaine autonomie, il est prêt, il peut voler de ses propres ailes. Et là, je m'efface. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de rendre l'enfant autonome, de rendre l'enfant responsable, de l'accompagner à ce qu'il apprenne et surtout, c'est qu'il prenne du plaisir et qu'il y ait une certaine sérénité, une certaine quiétude au niveau du foyer. Merci pour toutes ces explications encore une fois, Latifa. Une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué, que ce soit personnellement ou même professionnellement parlant, Ouais. et dont justement tu t'en souviens encore? La chose qui m'a interpellée, enfin pas qui m'a interpellée, mais dont je me souviens en tout cas, pas forcément interpellée, mais voilà. Quand j'étais prof, en fait, ce que je faisais à l'issue de la rentrée scolaire, c'est que je fournissais une plaquette aux parents sur le fonctionnement de la classe, les choses qu'ils étaient autorisés, pas autorisés. Par exemple, un exemple, c'est que je n'autorisais pas les bonbons. On me dit, mais pourquoi tu n'autorises pas les bonbons? Parce qu'il y en a qui vont dire, bah non, gélatine, pas gélatine. Je considérais vraiment ces élèves-là comme même plus que mes enfants. Pour moi, c'était une responsabilité, c'est une MNA. Donc, je partais de ce principe-là. Et en fait, subhanallah, donc j'envoie un questionnaire aux parents en leur disant, voilà, avant une réunion, donc j'organise une réunion fin d'année scolaire, fin du mois, les 3 premières semaines. J'organise une réunion et je fournis un questionnaire aux parents type avec les attentes. Et quand je relis les questionnaires, donc ça me permet de reprendre ces éléments-là pour structurer mes réunions et puis surtout pour répondre de manière globale pour éviter, il y a des parents qui vont pas forcément prendre la parole de manière avec aisance. En tout cas, je me dis, en fait, c'est leur façon de communiquer et moi de reprendre ces éléments-là. Et j'aurais posé la question, quelles sont vos attentes au niveau de l'école? Et il y a un parent qui m'écrit, je souhaite que l'école éduque mon enfant. Et là, je me suis dit, j'ai pris un peu du recul. Je me suis dit, ok, je vais essayer de comprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet élément-là, je l'ai décortiqué. Je me suis dit, en fait, en tant que parent, j'ai échangé avec le parent, j'ai dit, en fait, pour vous, quand vous parlez d'éducation, vraiment de partir sur les choses primaires, quoi. Et là, quand j'ai organisé ma réunion, je me suis dit, en fait, il faut que je parle à tous les parents et de sensibiliser aussi et de partir sur le principe qu'en fait, l'école, elle n'est pas là pour éduquer les enfants. Elle est là pour co-construire l'éducation que le parent inculque à son enfant. On a tous des valeurs de base qu'on partage et qu'on donne à nos enfants. Le respect, la politesse, être serviable, être souriant, etc. Des bases du comportement. Et par la suite, en fait, l'école elle va lui apporter d'autres éléments, comme le partage, le savoir être en groupe, le savoir-faire, l'autonomie, etc. Et quand j'ai organisé ma réunion, j'ai dit, en fait, il y a un parent qui m'a dit qu'en fait, l'école, elle était là pour éduquer. Et du coup, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce qu'éduquer? Et donc, du coup, j'ai donné la définition académique d'éduquer. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, dès le départ, nous, en tant que parents, on nous donne une image de l'éducation nationale, de l'instruction, qui fait qu'en fait, on a beaucoup d'attentes aussi dans le milieu éducatif. Le parent, il attend que l'école, elle instruit ou elle éduque son enfant, enfin, en tout cas, qu'elle instruit, qu'elle lui donne des compétences. Mais l'école, elle est elle aussi en attente sur le fait que
le parent doit lui donner les outils et les moyens de pouvoir justement, subhanallah, offrir une bonne instruction, comme l'achat du matériel, comme l'achat d'un cartable, comme l'achat de vêtements, subhanallah. Et là, je me suis dit, ok, l'école prend énormément de place, puisqu'en fait, on l'inclut dans l'éducation. Alors que non, pas du tout. On l'inclut aussi dans le bien-être de l'enfant. Il va à l'école pour être bien. Nous aussi, subhanallah, quand on veut apprendre, les chouïrs nous disent que la meilleure façon pour apprendre, c'est d'être en groupe. Pourquoi? Pour être en sécurité, pour être en confiance, pour avoir des relations, pour apprendre de manière sereine, pour avoir un cadre, pour se sentir capable de se dire, ben, en fait, j'ai réussi. Il y a la compétition aussi. Il y a des éléments qui font qu'en fait, on a besoin du groupe pour avancer, subhanallah. Voilà pour la petite anecdote. J'en ai une deuxième, mais je pense que Ah, mais tu celle-là... peux, hein. Tu peux, Alors, hein, la parole est à toi. la deuxième anecdote que j'ai eue, elle date d'il y a quelques jours. Subhanallah, c'est impressionnant. Allah, il fait bien les choses, hein. Donc, je reçois un coup de fil d'une maman en alerte qui me dit bah, j'ai reçu un courrier de l'école qui me convoque, du lycée, qui me convoque pour une réunion parce que du coup, mon fils, il a eu beaucoup d'absence. Donc, je lui dis, OK. Je lui dis, mais c'est quoi comme courrier? Est-ce que tu peux m'envoyer le courrier? Donc, la maman m'envoie le courrier. Donc, je lui dis, bah, en fait, c'est simple. C'est une réunion pour une commission d'équipe éducative. Elle dit, oui, c'est quoi? Je lui dis, bah, regarde, c'est écrit sur le courrier. Donc, la maman a vu le courrier. Subhanallah, en plus, cerise sur le gâteau, je dirais pompon sur la Garonne, comme ils diraient certains, désolé d'expression, mais là, franchement, il fallait y aller fort. C'est que le courrier a été envoyé à un autre parent. Rien à voir, hein. Aucune relation, pas cousin, pas cousine, chez une autre famille. Puis à un moment, il lui remet le courrier, elle lui dit, je ne savais pas que j'avais adopté ton fils, que ton fils, c'était à partir d'aujourd'hui qu'il vivait chez moi. Donc du coup, je lui explique à la maman comment se passe, parce que du coup, c'est ce que je propose aussi à côté. Je propose des consultations quand les parents ils ont besoin sur un point précis. Donc je lui explique à la maman donc le fait que comment ça va se passer la réunion éducative, à savoir qu'il va y avoir le CPE qui sera présent, qu'il va y avoir la prof principale, que l'objectif c'est de comprendre les absentéismes et de mettre des choses en place en tout cas et de limite mettre l'enfant au piédestal et de lui faire comprendre que il a peut-être 16 ans mais que l'école elle est obligatoire et du coup de l'interpeller et d'essayer de comprendre des choses. Je dis bah, écoute s'il y a besoin je viens mais je dis non, en fait je vais y aller toute seule, je vais pas te déranger, je vais y aller. Donc je lui dis bah passe-moi ton fils. Donc je parle avec l'élève, je lui dis bah voilà comment ça va se passer pour essayer de le rassurer. Je dis par contre, ne sois pas insolent, même si je sais que par rapport à lui, au niveau de sa posture, c'est pas un élève qui est insolent. Je dis mais des fois, par moment, on peut être titillé par les enseignants. Il y a des choses qui ne conviennent pas et du coup, on va vouloir contredire. Je dis fais-toi petit, limite, fais-toi bouche bée quoi. Il me dit ok. Donc je lui dis à la maman, dès que tu sors, parce que du coup, je suis inquiète aussi, moi aussi. Je me dis, mais comment ça va finir? Dès que tu sors des rendez-vous, tu m'appelles. Donc la maman m'appelle à 20h, me dit, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été reçu, bah, comme tu nous l'as dit, par l'équipe éducative, par la prof principale et par la CPE. Enfin, je ne sais plus si la CPE, elle était là ou pas, mais ouais, il y a eu un signalement. Je dis, oui, mais je t'en avais parlé, j'en avais parlé juste avant. Je dis, bah, en fait, il y a un signalement qui a été fait au niveau de l'inspection académique pour alerter sur l'absentéisme de cet élève-là. Elle me dit oui. Et donc, quand j'ai essayé de creuser, subhanallah, je me suis rendu compte que l'élève, bah, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, subhanallah, c'est une filière qu'il n'a pas choisie. Il a eu un redoublement. Il a des profs avec qui ça passe pas du tout. Du coup, lui, bah, pour essayer de faire un peu réveiller tout le monde, c'est que bah, du coup, il choisit, bah, il a pas de téléphone aussi. Donc, il y a des cours où il n'a pas forcément connaissance du fait qu'il y a eu c'est la semaine A, semaine B. Et donc, du coup, en réunion, la prof principale lui dit, mais Ayoub, tu regardes pas ton téléphone pour l'emploi du temps? Et puis la maman lui dit, bah, en fait, il n'a pas de téléphone. Elle lui dit, comment ça, il n'a pas de téléphone? Elle lui dit, bah non, en fait, bah, j'ai choisi de ne pas lui donner de téléphone. Comme sa sœur, ils auront un téléphone qu'à 18 ans. Elle lui dit, bah, comment tu fais? Il lui dit, bah, en fait, il a l'ordinateur à la maison, mais il n'a pas besoin de téléphone. La prof, elle regarde la maman et lui dit, ah ben non, il faut lui acheter un téléphone. Parce que vu qu'il n'a pas le temps d'écrire ses cours en classe, puisque le problème qui s'est posé, c'est que l'enfant, il n'a pas le temps d'écrire ses cours en classe. Donc, du coup, il arrive en retard, il a des difficultés. Il dit, bah, tu prends les cours en photo. Et c'est là que la maman lui dit, bah, il n'a pas de téléphone. Elle lui dit, bah, comment ça, tu n'as pas de téléphone? Même pour prendre des cours en photo, tu peux pas. Donc, on autorise le téléphone, mais en même temps, on l'interdit. Vraiment, dichotomie totale. On part du principe où là, aujourd'hui, la santé mentale des jeunes, ça va pas du tout, notamment sur les réseaux sociaux, sur les téléphones.
La maman, pour le bien-être de son enfant, elle choisit de ne pas lui donner de téléphone et à l'école, on lui reproche de ne pas avoir donné de téléphone à son enfant. C'est pas tout à fait clair tout ça. Le directeur lui avait déjà dit, hein, il faut que votre enfant, elle lui dit, mais dans ces cas-là, il faut que mon enfant ait un téléphone. Il dit, bah oui. Bah, résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est que la maman, elle est sortie du rendez-vous. Donc son enfant lui a dit, bah t'as vu l'école, ils m'ont dit, il faut que j'ai un téléphone. À cause de toi, j'y arrive pas. Le système scolaire remet la faute sur la maman de manière indirecte en lui disant, bah, votre enfant, il n'a pas de téléphone. Mais la maman, elle lui dit, mais quelle est l'autre alternative que vous me proposez s'il n'y a pas de téléphone? Elle dit, bah, on peut faire des photocopies, prendre le cahier d'une élève. Je dis à la maman, donc ça voudrait dire que Ayoub prend le cahier d'une élève pendant 2-3 jours, pendant une journée, on va dire, qui rentre de la maison et qui doit faire des photocopies pour pouvoir rattraper son cours. Parce que c'est un enfant qui a des difficultés, qui a des troubles. Au niveau de l'écriture, elle a des soucis. Je dis, mais c'est pas possible. Et on lui dit au rendez-vous qu'il y a un premier signalement qui a été fait, du fait que du coup, lui, il loupe dans l'emploi du temps, parce que l'enfant, il est à la maison. Hein. C'est pas il sèche les cours. Il est à la maison pendant ces heures où il est absent, il est à la maison, il est présent au foyer. Donc, il ne va pas dire à sa maman, je vais en cours et sèche les cours. Non, non, pas du tout. Et donc, du coup, ils lui disent, en fait, si aujourd'hui, Ayoub, il y a un signalement qui a été fait, un premier signalement au niveau de l'éducation nationale, deuxième étape, c'est quoi? Signalement à la CAF. Et là, la maman, elle me dit, mais non, mais en fait, c'est pas possible. Elle me dit, ça veut dire quoi? Et je lui dis, ça veut dire que si ton enfant, il loupe encore l'école, on va te supprimer la CAF. C'est le protocole. Aujourd'hui, un enfant qui ne vient pas en cours, on ne va pas s'alarmer ou s'inquiéter pour se dire, l'enfant, il va mal, en fait. L'enfant, il va pas bien. Parce que du coup, là, ce qu'il essaie de faire, l'enfant, c'est qu'il essaie d'alerter en fait la structure, la maman, de lui dire en fait ça va pas du tout à l'école. On reproche à la maman que maman seule en plus que l'enfant il n'a pas de téléphone. Donc résultat du cours, une pression encore plus parce que du coup l'enfant il n'est pas là. La maman c'est une maman qui est seule, qui est isolée. Donc elle se dit bah, si j'ai pas la CAF, bah, comment je vais faire vivre à mes enfants? Même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est razaq, mais je suis en stress. J'ai dit no panique, pas de panique. Je vais prendre en charge. Parce que du coup, on a mis à l'issue de ça un accompagnement pour Ayoub pour justement lui mettre des objectifs de vie. Mais dans les objectifs qui ont été donnés par l'établissement, c'est il faut que Ayoub vienne en perme et qu'il nous dise qu'il a fait un perme. Elle m'a dit j'avais l'impression que j'étais dans un tribunal, mahkama comme on dit. Al-mahkama, elle m'a dit j'avais l'impression que j'étais fliquée ce soir-là. Elle m'a dit je suis sortie en pleurs. Subhanallah. Et c'est là que je me dis mais en fait subhanallah. Si l'enfant aujourd'hui il se retrouve dans ces systèmes-là, ils appelaient la maman pour les absences, mais ils n'appelaient pas la bonne maman. Ils appelaient la dame à qui ils envoyaient le courrier. Ce qui fait qu'elle, elle n'avait aucune connaissance de l'emploi du temps qui n'était pas à jour, que l'enfant, en fait, il était à la maison mais qu'il devait aller en cours. Et elle reçoit du jour au lendemain un courrier de l'établissement pour une réunion éducative parce que son fils ne venait pas à l'école et on lui reproche, bah, vous avez reçu les appels. Elle lui dit, mais non, en fait, j'ai pas reçu d'appel. Et il s'avérait que les deux mamans se connaissent. Donc, elle lui a dit, ton fils, il n'est pas à l'école, il est en train de te mentir. Et quand elle a reproché que le courrier a été envoyé, qu'il y a eu une faute de la part d'établissement, on a fait profil bas. Pas d'excuses, rien du tout. Ah ben en fait, on s'est trompé, c'est tout. Et la maman se retrouve avec un dossier chez l'inspection académique parce que son enfant est double école alors que l'erreur elle vient de l'établissement en fait en soi. Et que la maman aujourd'hui doit acheter un téléphone à son fils parce que du coup, il ne suit pas l'emploi du temps. C'est fou, hein? Comment l'école, elle prend une place qui est importante, subhanallah. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on mène les enfants à l'école pour avoir la paix, une sakina, qui se retrouve dans un milieu où il y a une bonne relation, qui soit en sécurité. Et j'ai eu les larmes aux yeux hein, quand la maman m'expliquait. Wallahi, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me dis, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mais il y en a d'autres situations. Aujourd'hui, c'est Ayoub. Comme je disais à la prof de français avec le scotch, je dis aujourd'hui, c'est mon enfant qui est bavard. Mais si demain, vous avez un autre élève, vous faites comment? Et que le parent, il n'est pas derrière. Si demain, c'est Ismaël, si demain, c'est Edouard, si demain, c'est Luc, si demain, c'est François, on va se retrouver tout le temps à la même chose, à devoir exclure l'enfant parce qu'il bavarde. Et c'est ça, en fait, c'est que moi, l'objectif, c'était aussi de faire passer un message. Et je veux que le message, il soit passé, en fait, avec ces familles-là, avec ces élèves-là. C'est que les enfants, ils ne nous appartiennent pas. C'est une amana aujourd'hui pour nous. On fait en sorte de donner le meilleur pour notre enfant, mais il ne nous appartient pas. On peut nous les enlever du jour au lendemain. Je parle pas des enlèvements de l'ASE. Hein. Je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut nous enlever nos enfants du jour au lendemain. La mort, elle arrive peu importe l'âge, en fait. Et là, je me dis, mais en fait, quelle est l'image en fait qu'on donne à nos enfants en tant que parents? Nos enfants, ils veulent fonder des familles, mais ils vont se dire, ah non, mais moi, j'en veux qu'un. Hein. Mais la communauté, elle doit être immense, elle doit être grande. J'en veux qu'un parce que moi, je vois comment j'ai souffert à l'école. Oh là là, ma mère, oh, la pression. Et subhanallah, on parle que des mamans, hein, parce que c'est les mamans qui sont là. Et c'est pour ça que je l'ai appelé même il n'y a plus qu'à. Parce que c'est les mamans. Et ça fait plus de 5 ans que je suis dedans.
Et subhanallah, il s'appelait il y a quelque temps Juni à la plume et je l'ai développé il y a 3 ans, même il n'y a plus qu'à. Mais je me rends compte que, subhanallah, j'ai des cas et des situations, subhanallah, qui font que on pourrait rester jusqu'à demain avec les anecdotes. Mais carrément, franchement, mais c'est super enrichissant. Franchement, Latifa, encore une fois, un grand, grand, grand merci à toi d'avoir accepté notre échange, d'avoir accepté de faire un podcast avec nous. C'est vrai que c'est tellement enrichissant tout ce que tu viens de nous évoquer et je pense que ça va en servir à plus d'un parent et surtout, même les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, je pense que ça va vraiment leur faire réfléchir, notamment, du coup, sur leur réflexion autour de l'éducation que ces personnes-là peuvent apporter à leurs enfants, à leurs futurs enfants, à leurs neveux, à leurs frères, à leurs sœurs. Donc franchement, Mm. barakallahu fiki, Latifa. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers un droit chemin et nous facilite surtout l'éducation des enfants. Amin, Parce amin, que c'est amin. vraiment pas évident. Et Mm. en tout cas, les filles, on se retrouve la prochaine fois pour un autre podcast, Inch'Allah, sur un tout nouveau sujet. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki la hafdak. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute, comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah Allah est avec toi.